le Congo dispose de 10 à 12 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 5% sont exploités pour une agriculture vivrière. Mais qui, dans les années 90, nous parlait de l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000? Ce n'était pas M. Denis Sassou Nguesso? Je pense que c'est lui. Ben voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que maintenant que nous bradons notre souveraineté en donnant des terres au Rwanda. Parce que le Rwanda est un petit pays. Le Rwanda est un petit pays, mais qui a beaucoup d'habitants. Donc, ceux qui veulent avoir des terres en dehors du Rwanda. Et en ayant des terres en dehors du Rwanda, ces gens-là vont s'installer dans notre pays. Au bout de 10-20 ans, on aura des Congolais d'origine rwandaise qui voudront avoir droit au chapitre puisqu'ils seront Congolais. Vous comprenez? C'est exactement le même cas qui se trouve avec les Banyamulenge dans l'est de la RDC. Et le Rwanda exporte son art guerrier aussi. Absolument. Très important quand même. Pourquoi les 8 accords signés avec le Rwanda n'ont jamais été ratifiés au Parlement congolais? Parce qu'il y a un volet défense. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Rwanda? Le Rwanda a eu un génocide. On a brandi ça comme un mouchoir blanc pour dire aux Européens, aux Occidentaux, ce que vous avez fait, c'était pas bon. Et pendant ce temps, on a déversé de l'argent sur le Rwanda. Mais on s'est rendu compte que c'est le Rwanda qui est en train de piller la RDC. Et on l'a dit. Ils se sont servis du génocide pour piller la RDC. Et actuellement, les gens sont en train de dire stop. La RDC est en train de dire stop, nous ne voulons pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le Congo donne une zone économique spéciale à Maluku, à 5 km à vol d'oiseau de Kinshasa. Kinshasa, ouais. Mais on est en train de prendre en étau la RDC. Parce que la zone économique de Maluku, le Congo, il y a combien d'habitants? 5 millions d'habitants. Donc, potentiellement, ce n'est pas un grand marché. À Kinshasa, il y en a combien? Il y a 15 millions d'habitants. Donc, le marché que vise la zone économique de Maluku, ce n'est pas le marché de Brazzaville, c'est le marché de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma et merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons une personnalité que vous connaissez désormais, qui intervient beaucoup à notre antenne, c'est le docteur Patrice Miakasissa. Monsieur Miakasissa est un médecin qui a exercé au Congo et en France également. Alors, monsieur Miakasissa écrit beaucoup. C'est un observateur très attentif de la vie politique au Congo-Brazzaville. Un médecin qui est prolifique, qui ne rate pas une occasion pour livrer son analyse sur une thématique particulière sur la vie politique au Congo-Brazzaville. Alors, pour aujourd'hui, il nous a fait encore le plaisir et le bonheur d'accepter à notre invitation et pour parler d'un sujet très crucial, essentiel pour le Congo-Brazzaville. C'est la question de la cession des terres au Congo-Brazzaville. La terre peut être un bien public, comme la terre peut être un bien privé. Mais je pense que la Constitution congolaise a établi la terre congolaise comme un bien appartenant à l'État, qui peut évidemment le vendre à des privés selon la loi. Alors, plutôt que de continuer à expliquer ce contexte-là, on va accueillir d'abord le docteur Miakasissa. Bonjour, docteur Miakasissa.
Bonjour, Monsieur Georges Gomba, pour l'invitation. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, depuis 26 ans maintenant, M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir au Congo-Brazzaville. De 1992 à 1997, nous avons l'intermède démocratique au Congo-Brazzaville avec la législature de Pascal Lissouba. Cette période a été critiquée par beaucoup. Puis est arrivée cette autre période dans la vie du Congo-Brazzaville, c'est le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les moyens que nous connaissons. Ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui. Mais 26 ans après, nous sommes en 2023. 26 ans après, donc plus d'un quart de siècle, aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'éléments pour faire un bilan. Le bilan d'un régime, le bilan d'une législature qui est pratiquement seule sur la place publique au Congo-Brazzaville. Que ce soit sur le plan de la Constitution, des institutions, du droit et ainsi de suite, M. Denis Sassou Nguesso et son équipe ont tout le pouvoir. Mais dans ce pouvoir qu'ils ont, on voit très bien aussi que durant cette période-là, ils ont eu beaucoup d'argent. Et on aurait pensé que, avec tout ce contexte-là, le Congolais pouvait prétendre à un bien-être. Mais les éléments que nous avons montrent à suffisance que le pays est en train d'être détruit en tant que tel. Est-ce que j'exagère quand je dis que dans cette histoire de la rétrocession des terres aux étrangers, c'est une forme de destruction de l'État congolais? Ça, c'est ma première question, un peu brutale à vous, docteur Miakasissa. Il faut poser déjà le cadre. Il faut se dire que le Congo, depuis 1997, n'est pas un pays démocratique, c'est une dictature. Monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la force des armes. On ne le dit pas toujours, mais il y a eu quand même 400 000 Congolais qui sont morts pour que ce monsieur puisse se réinstaller au pouvoir, ce qui est dangereux. Et si on remonte encore un peu plus loin dans l'histoire, comme je dis toujours, la politique congolaise a toujours été émaillée de beaucoup de sang. Et quand je pense au cours révolutionnaires, qu'ils appelaient révolutionnaires, qui étaient beaucoup plus des cours désastreuses, Monsieur Denis Sassou Nguesso a tué les Congolais. Donc, en cela, il a castré beaucoup de Congolais. C'est pour ça que les Congolais actuellement sont un peu léthargiques. On n'a pas su réagir parce que les Congolais ont tué des Congolais dans les années 70. Maintenant, on est en 2023 et rien n'a changé. Donc, est-ce qu'il a fallu tuer les Misdélé, les Kangila, les Dudinganga pour les résultats qu'on a aujourd'hui? Non. Même les Onga, non. Même les Tsuru, non. Voilà. Donc, l'histoire du Congo a toujours été une histoire douloureuse et puis tragique. Et comme j'aime toujours le dire, le problème du Congo, ce n'est pas un problème de projet politique. Vous savez, les projets, il y en a eu beaucoup. Il y a eu le plan quinquennal, il y a eu le plan triennal, il y a eu l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, il y a eu la santé pour tous, il y a eu le chemin d'avenir, tout ce que vous voulez. Toutes ces politiques n'ont jamais été évaluées, mais elles nous ont coûté beaucoup d'argent. Donc le problème du Congo, c'est un problème d'argent. Il y a beaucoup d'argent pour un petit pays et à la disposition d'un clan. Mais sans vous couper, docteur Miakasissa, vous parlez, c'est un problème d'argent et que le pays a suffisamment d'argent. Mais c'est quand même la condition sine qua non, n'est-ce pas, pour développer le pays. Pourquoi, oui, comment peut-on soutenir un tel paradoxe?
Mais parce Un que pays plein d'argent et les, qui, évidemment, les, va à les, volo. les gens n'ont aucune vision. Nous sommes dans une dictature, c'est-à-dire que c'est un pouvoir au service d'un homme et non un pouvoir pour le peuple, par le peuple. C'est ça le problème. C'est un pouvoir au service d'un clan qui n'a aucune vision. Et les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas, qu'on appelle ça, il n'y a pas une mutualisation d'expertise pour faire de telle sorte que l'on sorte notre pays de ce marasme dans lequel il est. C'est notre combat aujourd'hui. C'est notre mission aujourd'hui. Hein? Notre mission aujourd'hui, elle est claire. C'est-à-dire que faire du Congo une nation. Parce que si l'on voit bien, le Congo n'est pas, on n'a pas une histoire commune. Nous sommes une agrégation de tribus. Et actuellement, c'est une tribu, la tribu Moshi, qui est au sommet de la pyramide, qui dirige toutes les autres. Les autres n'ont que les miettes. Mais ça ne peut pas continuer. Quand on voit même au niveau, dans les ministères, tous les postes régaliens, c'est au nord. Dans l'administration, les directeurs généraux sont trop, c'est au nord. Ils sont au nord. Dans l'armée, c'est la même chose. Bon, on ne va pas nous dire que toutes les intelligences congolaises se trouvent au nord. Non. Un Mais, pays, mais, un pays, c'est pas comme mais, ça. face à un tel diagnostic, c'est vrai que ça saute. Les gens sont décomplexés, hein, de toutes les façons, de mettre tout ça en route quand on voit la configuration de l'armée, les directeurs centraux dans beaucoup de domaines, hein, il y a des documents qui circulent très, très, très bien et pour bien appuyer ce que vous êtes en train de dire. Mais qu'est devenu le peuple congolais dans tout ça? À une époque, on se disait que le Congo avait en Afrique étant un peuple parmi les plus politisés, c'est-à-dire un peuple capable de réagir à ce genre d'incongruité. Là aussi, surtout que c'est très, très, très flagrant. Alors, ma question, c'est de savoir, qu'est-il devenu ce peuple congolais? Mais Comment ce peuple congolais est devenu aussi permissif et se laisser tirer comme ça par un individu dont ils savent très bien le dessin funeste réservé à la nation congolaise? mais la guerre de 97 est passée par là. 400 000 morts, ça faisait un dixième de la population congolaise. C'est énorme. Et les gens ne veulent plus revivre ça. Et je pense que M. Denis Sassou Nguesso, le roi fainéant, consacre une bonne partie de son budget à l'achat d'armes, pas au bien-être de son peuple. Et dans une émission sur Africa 24, il avait reconnu qu'il avait détruit l'éducation Oui. congolaise. Voilà. Donc, quand on veut asservir un peuple, on détruit son éducation. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Donc, c'est une façon de dire que, ben, écoutez, M. Denis Sassou Nguesso et son équipe sont pépères. Ils sont pépères, sont au pouvoir, puisque dès le départ, ils ont marqué le coup à traumatiser les Congolais de la manière dont ils ont fait, parce que c'était scientifique aussi, là, hein, je pense. M. Sassou Nguesso savait ce qu'il voulait faire. Et il savait aussi que personne en dehors de lui ne pouvait emmener le pays à ce niveau de barbarie. Oui, mais ils l'ont fait à dessein. Actuellement, au Congo, nous avons beaucoup d'universitaires, mais nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels. C'est-à-dire que les gens qui sont en dehors du pouvoir, qui peuvent donner qu'on appelle ça, une autre orientation par rapport à ce qui se passe, qui peuvent donner une autre opinion par rapport à ce qui se passe. Nous sommes revenus à la pensée unique. Quand à la télévision congolaise, on nous présente la mère de M. Denis Sassou Nguesso comme étant une héroïne qui a donné au Congo un grand-fils, moi je me dis, mais je ne sais pas là où on est. Quand tout un gouvernement se déplace pour aller honorer dans un cadre privé les morts de M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est plus un pays, ça.
Ça, c'est du domaine privé. Oui, M. Sassou Nguesso peut aller le faire, mais il n'a pas à mobiliser toutes les ressources de l'État et tout le gouvernement pour aller faire ce genre de choses. Mais c'est quoi? C'est le culte de la personnalité. Il est arrivé là, j'y suis, j'y reste. Et il est là par la force des armes. Et je Vous vous avez dis, mentionné, vous avez mentionné, et je vais vous dire oui, quelque chose. Au Congo-Brazzaville, les opposants de M. Sassou Nguesso sont soit morts, soit en prison, soit en exil. alors, avant de continuer un peu sur cette lancée, vous avez parlé, vous avez dit qu'au Congo, il y avait beaucoup plus d'universitaires et peu d'intellectuels. C'est-à-dire à voir un peu un tel système prospérer. Ben, j'ai dans certaines autres émissions l'habitude de citer certains intellectuels. Et moi, l'intellectuel qui me vient souvent à l'esprit, c'est quand même le professeur Théophile Obenga. Le professeur Théophile Obenga, quand même, c'était notre fierté. Du moins, on le pensait. On le pensait. Et M. Théophile Obenga a déclaré un jour que le Congo était évidemment un pays très, très, très violent. Il a dit ouvertement. Et parfois, on est un peu dans la souffrance de voir que des grands intellectuels comme ça, qui à une époque ont fait la fierté de toute une nation, puissent tranquillement, comme ça, se coucher sous la dictée, n'est-ce pas, de M. Denis Sassou Nguesso, et même chanter, danser sous sa mélodie, et pour accepter, n'est-ce pas, ce que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire, alors qu'on aurait pensé que non, mais des personnes comme ça autour de M. Denis Sassou Nguesso pouvaient lui donner raison pour qu'il revienne un peu à des sentiments beaucoup plus acceptables. Monsieur Théophile Obenga, c'est un égyptologue, c'est un universitaire, c'est pas un intellectuel. Il y a eu des documents qui sont sortis quand il fut le ministre des Affaires étrangères, il a pourchassé ses amis, il a demandé à la France de pourchasser ses amis en France. Donc c'est quelqu'un qui est un universitaire, on le lui reconnaît, il est égyptologue, mais qui n'est pas au service de la nation, qui est au service d'un clan. Je pense qu'il est le représentant, un représentant spécial de M. Denis Sassou Nguesso. Je pense qu'il est, il est au niveau de l'université. C'est un représentant aussi de l'université Denis Sassou Nguesso. Oui, Par rapport à ce qui se passe, nous avons besoin de ces voix-là pour dire stop, ça suffit. Nous ne prenons pas la bonne direction. Ils sont nombreux. Il y a eu monsieur Rodolphe Ananda, Henri Lopez, les voilà. et il y a Marion Monzimba, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Monsieur Bakabadio, là, il y a Monsieur notre ami, Bakabadio, il y un a, professeur de droit. il y a, il y a, il y a Zachary, il y a Zachary Boao qui à un moment a incarné l'espoir, mais on ne l'entend plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se Les tait. professeurs de sociologie, comme un brillant professeur que j'ai eu personnellement pendant mon passage à Marien-Gwabi, Monsieur Henri Ossébi, qui était parmi mes meilleurs professeurs, avec qui j'ai d'ailleurs aussi gardé des bons rapports, et qui sont rentrés dans le système des sociologues qui devaient incarner pourtant, n'est-ce pas, ce statut de sociologue quand même. Et que malheureusement, on a vu se coucher aussi dans cette dictature sans crier gare, et ça, c'est quand même assez lamentable. Mais oui, mais ce sont des voix qui portent qu'on n'entend plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là, ben, il y a des gens qui reconnaissent en eux certaines compétences, certaines qualités, mais on ne les entend pas par rapport à ce qui se passe au Congo. Le Congo se meurt. Les Congolais souffrent aujourd'hui. Mais pourtant, le paradoxe, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup d'argent. Et maintenant même, en dehors du pétrole, il y a le gaz qui est arrivé. Prenons le cas de Eni. Eni, récemment, ils ont inauguré une école à Oyo. Disons que pour les énergies renouvelables. Mais le champ qu'ils exploitent de Marine 12, c'est depuis 2015. Donc, il a fallu attendre 2023 pour créer une école sur les énergies renouvelables.
ils investissent 5 milliards au Congo. Nous ne savons pas si le gouvernement est au courant, si cela a été débattu au niveau de l'Assemblée et voté, s'il y a une loi qui a été, s'il y a un décret qui a été signé pour promulguer cet investissement en loi, pour que ça passe au journal officiel, pour que tous les Congolais sachent qu'est-ce qu'on va faire avec les 5 milliards. Parce que ça peut être de l'argent sale. Ce que nous savons tous, c'est que M. Denis Sassou Nguesso a volé 14 000 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 28 milliards de dollars. Donc, Oui, ces 5 milliards-là, c'est de l'argent sale ou c'est de l'argent de Eni? D'autant plus que le gaz appartient aux Congolais. Eni n'est là que pour venir chercher le gaz et aller le vendre. Ils ont acheté qu'on appelle ça un bateau GLL entre 380 et 500 millions. Là, en décembre, ils vont commencer avec 1 milliard de mètres cubes. Le mètre cube, il est au moins à 3 dollars. L'investissement d'Eni est rentable. Mais là, le reste de l'argent ira où? Docteur Miakassissa, je voudrais vous reprendre là-dessus. Vous parlez des 14 000 milliards que tout le monde connaît aujourd'hui, mais ça, ce n'est qu'une petite goutte, n'est-ce pas, dans la mer par rapport au vol qui s'opère. Vous avez certainement suivi sur nos antennes Télé-RTV Monsieur Alphonse Maboussou, qui est un expert très abouti de la science du pétrole et de la circulation, n'est-ce pas, de l'argent gagné autour du pétrole, qui parle, à moins que je me trompe, de 133 000 milliards en CFA, mais c'est beaucoup, c'est des sommes incommensurables d'argent, et sans oublier le fait que ce qu'on nous montre, les réalisations entre guillemets qui sont en train de faire, mais ce n'est pas sur l'argent public qu'on fait ces réalisations-là. C'est des dettes qu'on met sur la tête des générations futures de qui on a spolié les 14 000 milliards dont vous parlez là. Mais quand je parle des 14 000 milliards, ça fait déjà 3 fois la dette du Congo quand même. 3 fois la dette du Congo. En 2024, Eni va exploiter 4 milliards et demi de mètres cubes de gaz. Si on dit à 3 dollars ou 4 dollars le mètre cube, on peut déjà rembourser la dette. En une année, on peut déjà rembourser la dette. Mais Eni a 41 milliards de mètres cubes à exploiter sur 10 ans. Et là, c'est sur le champ Marine 12 de Eni. Mais il y a un autre champ, le champ Moho-Nord de Total Énergie, dont on ne parle pas. Total nous dit qu'il y a 100 milliards de mètres cubes de gaz au Congo. Donc, nous savons bien qu'entre Moho-Nord et Marine 12, les estimations sont à 391 milliards de mètres cubes. Mais si on nous présente 100 milliards entre les deux champs, où sont passés les 291 milliards de mètres cubes? Qui va encaisser cet argent? Et il y a un organisme international qui dit que les réserves du Congo sont estimées à au moins 3 000 milliards de mètres cubes. Au moins. Sinon, 10 000 milliards de mètres cubes. Donc, vous voyez. Bon alors, oui, mais tout ça, on le sait. Bon, alors, on a bâti un peu tout ce contexte-là simplement pour dire que, écoutez, le Congo-Brazzaville a suffisamment de moyens pour apporter le bien-être aux Congolais et de développer surtout le Congo-Brazzaville, de sorte que chaque Congolais puisse avoir, à une certaine époque, Pascal Lissouba disait, chacun aura sa part. On a pris ça pour de la raillerie, mais je pense quand même qu'avec la notion de la petite Suisse qu'il voulait faire, les gens ont rigolé là-dessus, mais c'était des concepts qui étaient atteignables. C'était une certaine vue de l'esprit qu'on pouvait apporter ça aux Congolais. Alors, une fois qu'on a bâti un peu ce contexte global pour démontrer que finalement, le régime en place a pris une décision,
clair et net, et il le fait savoir, c'est la destruction du pays. C'est la destruction du pays. Alors, venons-en, n'est-ce pas, à la rétrocession des terres, à la vente des terres. Comme je l'ai dit, la terre, c'est quelque chose de très essentiel pour une nation. Là, je vais rapidement, avant de vous laisser la parole, docteur Nyakasissa, essayer de vous dire ceci. Je pense que c'est dans les textes fondamentaux du Congo, on lit ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme un crime de pillage et puni par la loi. Ça, c'est quand même des textes qui sont présents dans les textes fondamentaux du droit congolais. Alors, on peut se demander comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là avec un système qui démontre une telle gouvernance et qui semble stable, qui semble soutenu de l'intérieur comme de l'extérieur? Moi, j'ai des chiffres qui disent que le Congo dispose de 10 à 12 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 5% sont exploités pour une agriculture vivrière. Mais qui, dans les années 90, nous parlait de l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000? C'était pas M. Denis Sassou Nguesso? Je pense que c'est lui. Ben voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que maintenant que nous bradons notre souveraineté en donnant des terres au Rwanda. Parce que le Rwanda est un petit pays. Le Rwanda est un petit pays, mais qui a beaucoup d'habitants. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avoir des terres en dehors du Rwanda. Et en ayant des terres en dehors du Rwanda, ces gens-là vont s'installer dans notre pays. Au bout de 10-20 ans, on aura des Congolais d'origine rwandaise qui voudront avoir droit au chapitre puisqu'ils seront Congolais. Vous comprenez? C'est exactement le même cas qui se trouve avec les Banyamulenge. Voilà, dans l'est de la RDC. Et le Rwanda exporte son art guerrier aussi. Absolument. Très important quand même. Pourquoi les 8 accords signés avec le Rwanda n'ont jamais été ratifiés au Parlement congolais? Parce qu'il y a un volet défense. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Rwanda? Le Rwanda a eu un génocide. On a brandi ça comme un mouchoir blanc pour dire aux Européens, aux Occidentaux, ce que vous avez fait, c'était pas bon. Et pendant ce temps, on a déversé de l'argent sur le Rwanda. Mais on s'est rendu compte que c'est le Rwanda qui est en train de piller la RDC. Et on l'a dit. Ils se sont servis du génocide pour piller la RDC. Et actuellement, les gens sont en train de dire stop. La RDC est en train de dire stop, nous ne voulons pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le Congo donne une zone économique spéciale à Maluku, à 5 km à vol d'oiseau de Kinshasa. De Kinshasa, ouais. Mais on est en train de prendre en étau la RDC. Parce que la zone économique de Maluku, le Congo, il y a combien d'habitants? 5 millions d'habitants. Donc, potentiellement, ce n'est pas un grand marché. À Kinshasa, il y en a combien? Il y a 15 millions d'habitants. Donc, le marché que vise la zone économique de Maluku, ce n'est pas le marché de Brazzaville, c'est le marché de Kinshasa. Et en visant le marché de Kinshasa, on peut corrompre les dirigeants de Kinshasa et mettre un pied à Kinshasa. Parce que la RDC, c'est un grand pays. C'est là où il y a toutes les ressources. Il n'y a pas de coltan au Rwanda, mais le Rwanda est le premier producteur mondial de coltan. Là, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Qatar et le Rwanda ont fait une usine d'or qu'on appelle ça, au Rwanda. Mais à partir du moment où Félix Tshisekedi a fermé les frontières, mais ça devient dur pour que le Qatar puisse récupérer ses billes. Vous comprenez?
Donc, la RDC est pris en étau à l'ouest par la zone économique de Maluku, avec la complicité de M. Sassou, puisque les Rwandais qui sont là, ce sont des militaires. M. Sassou n'a pas confiance en l'armée nationale congolaise. Il a ses supplétifs qui sont là pour la survie de son régime. Donc, il y a une dimension, regardez votre idée, docteur Miakassissa. Là, je veux rebondir sur ce que vous dites là, et j'ai tendance à dire finalement que M. Denis Sassou Nguesso a une aversion incroyable vis-à-vis du Congolais. Et M. Denis Sassou Nguesso sait certainement qu'aucun Congolais ne l'a jamais voté. Et qu'en le reconnaissant, il dit, mais écoutez, vous ne m'aimez pas, moi je ne vous aime pas non plus, mais pour l'instant, c'est moi qui suis au pouvoir et je vais vous faire savoir que je suis au pouvoir. Parce que, évidemment, ce que vous dites là... On l'a chassé comme un malpropre en 92. En 92, voilà. Il a la rancune tenace, ce monsieur. Il a la rancune tenace, et c'est même ça l'expression. Ben oui, il a la rancune tenace, donc on l'a chassé comme un malpropre. Donc quand il revient, il n'a pas confiance en l'armée congolaise. L'armée congolaise n'existe pas. On a une milice clanique et tribale. Les plus grandes réserves d'armes sont dans le nord à Tchombiso. Les avions de guerre sont à Olongo. Il n'y a rien. Tout est dans le nord. Et il est prêt, pour la survie de son pouvoir, à balkaniser le Congo. Mais c'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons besoin des patriotes qui fassent comprendre à M. Denis Sassou Nguesso, nous n'avons jamais vu un démocrate qui est resté 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, c'est une dictature. Il n'y a que les dictateurs qui le font. Regardez par Est-ce que la transmission de l'art, de la gouvernance telle qu'il le conçoit, lui, M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que c'est cette vision du pouvoir qu'il est en train de transmettre à son fils qui, en lisant par-ci, par-là, il semble clair que c'est l'une des stratégies dans M. Denis Sassou Nguesso, rien qu'à voir un peu comment il a bâti son village Oyo et le culte qu'il fait à ses morts et ainsi de suite. Est-ce qu'il lui est arrivé parfois un moment de penser que demain il pourrait ne plus être là et que deviendrait éventuellement tout cet environnement qu'il a bâti selon les règles de l'art? Et quand on pense à Guadeloupe, ce qu'il est devenu aujourd'hui, est-ce qu'il s'attache au fait qu'après lui, son pouvoir doit se pérenniser par son fils, et c'est son fils seul qui il ne peut avoir que son fils pour pérenniser un peu et protéger finalement les tombes de ses parents, de sa famille après sa mort? Mais c'est ce qu'il veut faire, mais il faut qu'il comprenne que nous avons tous le Congo en partage. Le Congo appartient à tout le monde. One man, one vote. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a jamais reçu le Congo Brazzaville en héritage de ses parents ni en cadeau. Le Congo appartient à tout le monde. Donc, cette vision clanique, tribaliste, de vouloir garder le pouvoir à tout prix au nord, ne tient pas la route. Nous disons que c'est au peuple de décider les dirigeants qu'il doit avoir. Nous voyons bien que lorsqu'il y a eu une élection démocratique en 92, M. Denis Sassou Nguesso a fait 18%. Je ne sais pas par quelle magie, 5 ans après, ils se retrouvent à faire 80%. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il n'y a que deux choses qui peuvent nous surveiller. Il y a Dieu et la patrie. Je pense que 40 ans, c'est suffisant. En plus, quand on a atteint le phénomène de Peter, à force de rester trop longtemps sur un poste, on devient incompétent. Monsieur Denis Sassou Nguesso est devenu le roi fainéant. Il est devenu incompétent. Il faut qu'il laisse la place aux autres. Quant à son fils, s'il veut être président de la République, personne ne dit qu'il ne peut pas l'être, mais ce sera au peuple de décider. Ce ne sera pas par un tour de passe-passe qui deviendra président de la République. Il faudra qu'il y ait des élections libres et transparentes. Mais avant que nous en arrivons là, parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui se baladent de plateau en plateau, même sur les télévisions françaises. C'est comme si la politique du Congo devait être expliquée aux Français.
sur TV5, sur France 24, la politique congolaise, il faut l'expliquer aux Congolais. Il faut leur dire que le pays va mal. Le pays va mal parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Bon, à ce niveau-là, docteur Miakasissa, je vous prends à la parole parce que là, je pense que vous pensez au jeune Gavé qui, en ce moment, est en train d'être invité par les médias internationaux. Et quand vous dites qu'il faut l'expliquer aux Congolais, mais il a suffisamment expliqué aux Congolais là aussi. Et on n'oublie pas quand même l'influence du monde extérieur par rapport à la vie politique au Congo-Brazzaville. Est-ce que, si c'est de lui dont vous pensez à ce jeune garçon qui me semble plein d'avenir, je vais terminer pour vous donner cet élément, docteur Miakasissa, pour vous donner la latitude nécessaire pour vous exprimer là-dessus. Mais il a dit une chose que j'ai suivie, qu'à 3 ans de l'élection présidentielle, il serait bien quand même qu'on commence à parler déjà de la gouvernance électorale avec tout ce que ça comporte aujourd'hui. Et ma question, c'est de savoir un peu, quand il a tenu une telle rhétorique, quelle est la chance que M. Sassou Nguesso et son équipe puissent l'écouter? Ou bien ils attendront évidemment à 2 semaines de l'élection qu'on parle de gouvernance électorale. Vous pensez que la démocratie s'est organisée des élections à heure fixe et à jour fixe? Je ne pense pas, non. Ben voilà, il faut donner le bien-être aux Congolais, il faut qu'il y ait une liberté d'expression, une liberté de mouvement. Hein? Il faut que les gens se sentent bien dans leur pays. Mais dans notre pays, il y a encore des prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'on fait de M. Mokoko, de M. Okombi et d'autres personnes qui sont en prison pour des problèmes d'opinion? Mais le jeune Gavé en a parlé, hein? Le jeune Gavé en a parlé. On ne va pas lui refuser oui, bon, après ce courage-là. Il y a ça, mais il faut qu'il y ait un dialogue national, qu'on puisse tous s'asseoir pour dire que le pays va mal. Il n'y a pas que ça, le pays va mal. Donc, il faudra que nous puissions en discuter. Mais il porte ce discours, ce n'est pas dire 3 ans avant, ah ouais, mais non, mais on va revoir mais comment voulez-vous parler de revoir la liste électorale devant un monsieur qui a eu le pouvoir par la force? Celui qui a eu le pouvoir par la force partira par la force. Monsieur Sassou Nguesso n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Il faut qu'on se le dise. Il faut le lui arracher, c'est une façon. Tout ça, ce ne sont que des artifices qu'on nous dit 3 ans avant, mais aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens ont du mal à manger, les gens ont du mal à s'habiller, les gens ont du mal à aller à l'école. Les étudiants, les bourses ne sont pas payées. Les salaires ont du mal à passer, surtout pour les agents municipaux. Hein? Les retraités sont maltraités. Il faut attendre 3 ans qu'on puisse organiser l'élection pour que subitement tout ça rentre dans l'ordre. Il faut être sérieux. Mais à ce moment-là, docteur Miakasissa, que diriez-vous, puisque quand vous dites ça, c'est une façon, vous l'avez dit clairement, que n'attendez pas M. Denis Sassou Nguesso pour qu'il laisse le pouvoir. Ça n'est pas possible. En fait, son héritage est tellement lourd qu'il a lui-même ressent de plus en plus le poids de cet héritage. De son histoire criminelle, il faut le dire aussi. Hein? Il faut dire que son héritage est criminel. La criminalité, c'est d'enlever la vie à une autre personne sans avoir, n'est-ce pas, l'autorité de le faire. Mais il a fait, clairement. Alors, comment est-ce que vous, M. Miakasissa, connaissant bien ce système, et soit dit en passant, vous l'avez dit vous-même aussi, vous connaissez le système, vous avez eu à travailler aussi dans ce système. Donc, vous connaissez de l'intérieur le système. Alors, que direz-vous aux Congolais? Que direz-vous aux Congolais? Quelle attitude est-ce que les Congolais devaient adopter par rapport à un tel régime qui, clairement, qui ne se cache même pas, qui est décomplexé? Voilà, j'y suis, je reste. Je fais ce que j'ai envie de faire, et tant pis pour vous. Mais soit ce sera la sagesse de M. Denis Sassou Nguesso qui se dira à un moment, ben, il faut qu'on se réunisse tous, qu'on fasse de telle sorte que le pays aille mieux et puis qu'on essaie de rassembler un peu toutes les synergies, toutes les intelligences pour que nous allions de l'avant. Soit ce sera au peuple de se soulever de dire on en a marre, maintenant il faut que ça change. Comprenez? Mais ce peuple est effrayé, comme vous l'avez dit. Il est traumatisé, il ne se soulevera pas apparemment. Mais oui, mais on va tourner en rond. On va tourner en rond. Ce sont les mêmes qui sont là, qui profitent du système.
Regardez, on a eu les dames comme Madame Mounari. Elle a eu la Fédération de l'opposition congolaise qu'elle a mis sous cloche pendant 5 ans. Et maintenant, elle est où? Elle n'est pas à l'Assemblée. Elle parle des malversations qui se passent à l'Assemblée. On a parlé, on est dans un pays où les membres du gouvernement sont accusés de malversation. Parlons de l'affaire Figa. Mais monsieur, ça se dit, mais ça gêne qui? C'est ce qu'il dit, hein, en privé. Ça gêne qui? Qu'on ait volé autant d'argent. Et la même personne, on se rend compte que dans la gestion de la Covid, il y a eu 42 milliards de francs CFA. 17 milliards ont été utilisés, mais on n'arrive pas à tracer 25 milliards. La même personne. Vous trouvez ça normal? Hein? Madame Lydia Nicolo-Jacqueline. Non seulement Figaro, c'est elle. Covid aussi, c'est elle. Mais elle est toujours au gouvernement. Vous trouvez ça sain? Non, du tout. On est dans un gouvernement de mafieux. Et pendant que les gens n'ont rien, on se met à faire des festivals tels que le FESPAM, 2 milliards, mais les étudiants n'ont pas l'argent. Mais surtout de fêter les anniversaires aussi. On a vu tout dernièrement les 80 ans de la Première Dame fêter de cette manière-là, comme si la fête de la Côte d'Azur il y a un certain nombre d'années n'était pas suffisant. C'est-à-dire que finalement, on fait les choses de façon décomplexée. C'est-à-dire qu'on nargue les Congolais. C'est une façon de narguer les Congolais, là. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de respect pour la chose publique. On confond l'intérêt public et l'intérêt privé. Le Congo leur appartient. Comme ils disent, le pouvoir, il vient de Dieu, mais le pouvoir, il ne vient pas de Dieu, le pouvoir, il vient du peuple. Comme c'est un peuple qui est martyrisé, c'est un peuple qui a peur, parce qu'en face, c'est la violence qu'il y a. M. Sassou Nguesso se maintient au pouvoir que par la violence, parce qu'il a les armes. Voilà. Le Congo est une dictature. Mais ce n'est pas pour autant que nous nous baissons les bras. Nous le disons tous les jours. On peut dialoguer même avec M. Sassou, pour lui dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Mais quel héritage vous allez laisser quand vous partirez du pouvoir? Comme je dis toujours, j'aimerais bien voir M. Sassou Nguesso se balader au Congo-Brazzaville. On me dit, ah, mais ce n'est pas possible. Je dis, mais moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un juge. Ce n'est pas à moi de juger M. Denis Sassou Nguesso. Ce sera au juge de dire si ce qu'il a fait est bon ou pas. Et moi, en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen engagé, j'aimerais que les présidents de la République, au Congo-Brazzaville ou en Afrique, après 2 mandats, puissent se reposer tranquillement dans leur pays. Mais cet effort-là, je veux rebondir là-dessus. On va aller vers la fin de notre émission rapidement. Il y a 3 petites choses là que je vais vous poser là. D'abord, vous avez évoqué M. Denis Sassou Nguesso, qui peut-être aussi, Pascal Lissouba disait à l'époque, mais est-ce qu'en passant sur une télévision française quand il a été chassé, mais est-ce que M. Sassou Nguesso est humain? Est-ce qu'il est humain? Bon, ben, une fois qu'on a fait cette déclaration, on se rend quand même compte que c'est un humain. Si c'est l'humain, donc, il peut se raviser quand même, se dire que, bah, écoutez, j'ai eu ce parcours que j'ai eu. Bon, maintenant, au moment de préparer mon départ, avec une famille que je vais laisser derrière moi, avec des partisans que je vais laisser derrière moi, ben, ce serait peut-être bien que qu'on aille vers ce que vous dites, docteur Miakassissa, c'est-à-dire qu'on peut repenser la nation, parce que les Congolais, au fond, peut-être aussi, ils peuvent donner, ils peuvent acheter cette paix-là, ils peuvent acheter cette paix que, ben, d'accord, on va s'asseoir ensemble, et puis, en même moment, ils prépareraient aussi bien sa descendance et aussi préserver peut-être aussi la belle cité d'Oyo qu'il a conçue avec ses cimetières. Mais là, il lui faudra beaucoup de courage pour faire beaucoup plus que cela, non? D'abord, sur ce point-là, je vous entends à ce niveau-là. Il faut changer le paradigme de la politique au Congo-Brazzaville. Ça doit être un débat d'idées. Il n'y a pas que toujours de la violence. Et puis, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mieux faire. Monsieur Sassou Nguesso, il peut changer d'avis. Nous, on est là. Nous, le politique doit être au service du peuple. Et on n'est pas des troubadours pour être au service de monsieur Sassou. Vous comprenez?
Et ce que M. Sassou utilise, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du peuple congolais. Et comme on dit, quand il y a quelqu'un qui en a trop, c'est qu'il en manque quelque part. Voilà. Et là, le peuple congolais est en manque criard de moyens. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de la force. Nous voulons discuter. On peut s'asseoir. On peut serrer la main du diable. Voyez un peu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Au bout de 3 siècles, avec Mandela, Frédéric de Klerk, on s'assoit, on dit, mais c'est le même pays, c'est notre pays à tous. Il y a suffisamment d'argent. Et en plus, il y a suffisamment de postes dans la République. Vous avez des gouvernements à 45 ministres. Bon, il y aura 45 ministres. Il y aura des ambassadeurs. Il y aura les directeurs généraux, les directeurs centraux. Mais ça, on doit le faire pour le bien du peuple congolais. On ne dit pas que... Mais ça, j'ai bien peur qu'avec l'expérience que nous connaissons du Congo, que ça soit un vœu pieux. Un vœu pieux. Moi, je vous crois aussi. Moi, je pense comme vous. Mais rappelez-vous de Dacosta, le Premier ministre Antoine Dacosta. Prenez cet élément, docteur. Le Premier ministre Dacosta, vous savez ce qu'il avait déclaré. Il faut être un homme de conviction. Si vous n'avez pas de conviction, comment voulez-vous faire de la politique? On fait la politique pour changer les choses. Hein? On fait de la politique pour changer les choses. Nous sommes tous des Congolais. Moi, je ne fais pas la différence entre un Congolais du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Je discute beaucoup avec tout le monde. Je ne suis pas seul dans mon coin. Même mes réflexions ne découlent pas que de moi. Je discute avec les gens qui disent, là, vous ne pouvez pas le dire parce que vous allez choquer telle personne. Vous n'avez pas le droit de le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rassembler. Nous sommes là pour rassembler. Mais nous ne sommes pas là pour attendre 2026 et dire « Ah oui, mais M. Sassou, il peut encore se présenter en 2026 et il aura encore le droit de se présenter une fois. » Non, M. Sassou, ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir. Quel est le bilan que vous avez? Le bilan est si ténu qu'on peut vous proposer une porte de sortie. Il faut partir. Vous avez échoué. Vous avez échoué, il faut partir. Il ne faut pas rester parce que ça ne va pas changer. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est on est en train d'allumer des contre-feux. Il y a eu des scandales financiers avec la FIGA, avec la Covid. Maintenant, on nous fait monter des politiques en couleur courte sur France 24, sur TV5, qui nous expliquent qu'il faut attendre 2026. Les Congolais ont faim aujourd'hui. Vous pensez qu'il faut encore attendre 3 ans avant qu'ils ne mangent? Il faut encore attendre 3 ans avant qu'ils ne s'habillent, avant qu'ils aillent à l'école, avant qu'ils aient le bien-être? Mais c'est ça le rôle du politique. C'est de changer les choses maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ce n'est pas 2026, c'est maintenant. Même si on doit discuter avec M. Sassou, même si M. Sassou c'est le diable, nous devons discuter avec lui maintenant. Et pour le faire, il faut qu'il y ait les prisonniers politiques sortent, ceux qui sont en exil rentrent, qu'on puisse tous se retrouver dans notre culture bantou autour du Bongi, comme dirait bon, on ne fera pas comme la conférence nationale souveraine, il faudra quand même changer les règles du jeu. On ne fera pas comme ça, on fera autrement. Pour bien asseoir le pays sur une constitution que tout le monde va respecter. Et M. Denis Sassou Nguesso, nous savons que ce n'est pas un homme de parole, il n'a jamais respecté sa parole. Il avait dit, je ferai 2 mandats de 7 ans, après je vais m'en aller, après il dit, ah non, maintenant il faut que je change, et là il est encore là, 6 ans, non. On peut pas continuer comme ça. D'accord, mais très bien. Mais ça c'est le rôle des intellectuels. Moi, j'ai besoin que mes frères du Nord se lèvent, disent ceux qui ont, comme les Théophile Obenga, comme les Adada, comme qui ont profité du système. Pour dire aussi, mais nous, on a une descendance qui va arriver, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Comme les Henri Lopez, les Foba, les Marion Manziba, les Bowawa, tout ce monde-là. Les Henri Osebi.
Et Henri Ossébi, qui est, je pense, qui est à Il a l'UNESCO l'UNESCO. maintenant, il a l'UNESCO. En Oui, plus, il est oui, à l'UNESCO quand même, les valeurs qui sont à l'UNESCO. Henri Ossébi, qui est à l'UNESCO, on partage des parents communs même avec Henri Ossébi. Ouais. Donc, même Michael Sissa, il est aussi au nord, Michael Sissa. J'ai des parents de l'autre côté. J'ai des amis de l'autre côté. Mais je suis avant tout congolais. Donc, nous devons tous parler le même langage. Le langage D'accord. que nous voulons, c'est celui d'un Congo uni. La nation congolaise est possible, mais à condition que les gens aient la volonté de bâtir avec honnêteté cette nation congolaise. Alors, les deux dernières choses, on va terminer, docteur Miakasissa. Il y a eu une guerre dans le Poul. Il y a eu une guerre dans le Poul pendant presque 3 ans. La région a été soumise à des bombardements. Et à l'époque, M. Denis Sassou Nguesso, je me rappelle d'une vidéo, là, d'une apparition, il disait, on va aller chercher Toumi dans les buissons, là où il se trouve. Je demande aux gens de l'apporter. Alors, mais nous avons parlé des terres en tant que telles. Mais le bombardement dans le Poul, ça a poussé les habitants de Poul dans les forêts. Ça fait que jusqu'aujourd'hui, les enfants du Poul ne vont pas à l'école. Ne vont pas à l'école. Alors, est-ce que, puisque nous avons commencé à parler des terres, est-ce que quelque part aussi derrière, quand on essaie de gratter un peu, est-ce qu'on a fait fuir les gens dans le Poul pour avoir un accès à ces terres également? Quand on dit qu'il y a du coltan dans le Poul, il y a des minerais dans le Poul et ainsi de suite. Quelle est votre analyse là-dessus, en dehors du fait Mais c'est qu'évidemment, on ça. a détruit toute une région? Géologiquement, dans le pôle, il y a du zinc, il y a du cuivre, il y a du coltan. Et on a donné une partie des terres aux Rwandais dans le pôle. C'est ça aussi pour qu'ils occupent, pour qu'ils puissent exploiter, pour qu'ils puissent exploiter, ces richesses. Et deuxièmement, comme M. Sassou a une très très grande aversion des habitants du pôle, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi une forme de mettre une armée d'occupation des Hutus rwandais qui sont des militaires dans le pôle pour pouvoir mater le cas échéant en cas de transmission de pouvoir à son fils des habitants du pôle. Tout ce qui a été fait avec Ntumi, ça a été, comment on appelle ça, ça a été une certaine mascarade. Donc, il faut aller au-delà de ça. On ne va pas parler de M. Ntoumi aujourd'hui. Nous, on n'a pas besoin de M. Ntoumi. Nous, on veut aller au-delà. Personne ne pourra diriger le Congo-Brazzaville en restant que dans son coin. Il faut qu'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, demain ou après-demain, que M. Miakasissa soit élu député à Oyo ou à Owando ou à Ouesso à Infondo. Là, on comprendra que non, maintenant, nous sommes dans une république. Tant que M. Miakasissa n'aura qu'une base à Kinkala, parce qu'à Kinkala, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être élu. Bon, même si je suis battu, bon, je serai battu de quelques voix, c'est pas grave, je serai battu, mais à Kinkala, je peux au moins faire mon petit trou. Mais ce n'est pas ce qu'on me demande. Ce qu'on me demande, c'est d'être un député de la nation, c'est-à-dire que j'aille même à l'UTT, à Ouesso, à Ouando, à Enyele, partout, que je me trouve chez moi, que je puisse expliquer le bien fondé de ma démarche. Qu'est-ce que je veux pour ce pays-là? C'est ça qu'on attend de nous. Mais actuellement, le Congo-Brazzaville, c'est un agrégat de tribus et au sommet de la pyramide traîne la tribu Mboshi qui est en train d'écraser toutes les autres et c'est ce que nous ne voulons pas. Très bien. Mais nous discutons beaucoup avec les gens du Nord. Nous discutons beaucoup avec les gens du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il y a des patriotes au Congo-Brazzaville et nous voulons que ça change. Parce que la politique de M. Denis Sassou Nguesso a toujours été une politique clanique et tribaliste. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons changer le paradigme et aller au-delà de ça. Et le changement, c'est maintenant. Ce n'est pas dire dans 3 ans que M. Denis Sassou Nguesso est génial. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de génial dans ce pays, en dehors de massacrer tout ce qui a été avec lui et de gouverner comme un roi fainéant, avec un gouvernement dans lequel il y a des scandales où il ne fait rien.
Mais là, c'est dangereux. C'est dangereux. Très bien. Alors, le dernier point, c'est, terminons donc à Pointe-Noire. On a bien vu que dans le pool, comme vous venez de le démontrer, là, la guerre dans le pool a eu des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Bon, dans les régions du Niari également, les Rwandais sont installés là-dessus. Donc, il y a toujours un rapport à la terre qu'on retrocède à d'autres personnes. Et puis, dans la région de Pointe-Noire aussi, du Kwilu, là où sort la richesse du Congo, on voit très bien dans les images qui circulent aujourd'hui, les médias sociaux ont ceci de particulier et de bien. C'est qu'on a démocratisé l'accès à l'information. Tout le monde devient un peu producteur d'information et diffuseur d'information. Ce qui veut dire que quand on veut voir Pointe-Noire en temps réel, on voit Pointe-Noire en temps réel. Et Pointe-Noire en temps réel, c'est de voir un peu les crevasses, la façon dont la ville s'abîme en tant que telle. Et puis, il y a aussi la vente des espaces, des terrains à des particuliers. Là où sort la richesse du Pointe-Noire, eh bien, l'argent voyage pour aller quelque part et l'argent revient encore à Pointe-Noire pour acheter aux gens de Pointe-Noire leur terre avec l'argent qui sort, n'est-ce pas, de leur terre. Ça, c'est quand même un peu difficile à soutenir comme réalité là-dessus. Alors, je ne sais pas, quelle analyse vous faites un peu sur l'état de Pointe-Noire? C'est simple. Brazzaville et Pointe-Noire font partie des 10 villes les plus sales d'Afrique. Je suis d'accord avec vous. C'est catastrophique. Moi, je me rappelle toujours d'un monsieur qui a été viré comme un malpropre, qu'on appelait Feu Dieudonné Nkessissa, qui avait demandé à Mariam Gwabi de donner un certain pourcentage des recettes pétrolières pour développer la ville de Pointe-Noire, mais qu'il n'a pas voulu. C'est ce que lui a valu son départ comme un malpropre. C'est ce qui n'est pas normal que l'on puisse voir la ville de Pointe-Noire telle qu'elle est. Elle est sale, cette ville, ce qui n'est pas normal. Mais quand vous voyez Oyo à côté, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est même un manque de bon sens. Là où on tire plus de 50% de la richesse du pays, et on est dans une ville qui est extrêmement sale, qui n'a même pas une université et qui n'a même pas une bibliothèque. Mais moi, quand je vois la bibliothèque, comment on appelle ça, du Centre culturel français à Pointe-Noire, mais ça me fait rigoler, ça ressemble à une bicoque. Vous comprenez? Quand je vois les hôpitaux, mais rien ne marche, rien ne va. Non, il faut faire un effort, surtout pour Pointe-Noire. Je pense que si il arrivait que nous soyons au pouvoir, il faut revoir certaines choses. La ville de Pointe-Noire doit quand même bénéficier d'un peu plus parce que c'est elle quand même qui donne au reste de la République la plus grande richesse. Voilà. Très bien. Mais merci, Et, merci. et comme aussi pour le pool, parce qu'il faut parler du pool, le pool a beaucoup subi, le pool a été maltraité. Je pense aussi que à un moment, le pool devra devenir un sanctuaire. Il ne faudra plus qu'il y ait, en dehors de la gendarmerie, plus aucun militaire dans le pool pour que les gens puissent se reconstruire, parce qu'il faut reconstruire aussi ce département-là, parce que le pool a beaucoup souffert. C'est un département où il manque beaucoup d'infrastructures, où les enfants ne vont pas tous à l'école, où il manque des hôpitaux, il y a beaucoup de choses qui manquent dans le pôle. J'ai même vu dans une vidéo où il y a des volontaires, les Congolais sont formidables. J'ai vu une dame qui était volontaire, qui est repartie dans le pôle pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner cet enseignement. Moi, j'ai fait mon école primaire à Kinkala et à Yokama. Hein? J'étais à Kinkala et à Yokama. J'ai appris à Kinkala et à Yokama. Mais aujourd'hui, quand on me dit que les enfants de Kinkala, de Yokama, de Boko, du Poul ne peuvent plus aller à l'école, ça me fait mal. Moi, je vous dis une chose. Toute la formation que j'ai en tant que Patrice César Nekessissa, toutes les connaissances que j'ai, je n'ai jamais déboursé un seul franc. C'est le peuple congolais qui a payé pour moi. Nous tous. Alors, moi, Très bien. je pense qu'il est temps aussi que je donne au peuple congolais. C'est d'autant plus que quand je traite quelqu'un, j'ai du mal à demander
un franc. Et je le fais gratuitement pour mon peuple. Très bien. Ben, merci beaucoup, Dr Miakasissa. On va terminer cette émission sur ce temps-là. La nation congolaise est possible, la nation congolaise est possible, mais on reconnaîtra que, ben, écoutez, le système qui est en place actuellement est un système qui a choisi de détruire le Congo-Brazzaville. Comment est-ce qu'on va renverser la vapeur? C'est aux Congolais, n'est-ce pas, de prendre leurs responsabilités également. Et aussi, on appelle quand même aux gens qui sont au pouvoir, si encore ils peuvent un peu être capables un peu de cet éveil de conscience quand même. Hein? 40 ans au pouvoir, c'est beaucoup pour faire un bon bilan et de s'interroger. Alors, et par une vertu qu'on a tous, c'est le dialogue. le dialogue, ouais. On peut Le bon dialoguer. dialogue. Le dialogue dans le bon, en fait. On peut être des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. On est tous Absolument. des ennemis. Ben voilà. Mais il nous reste à remercier nos téléspectateurs. Ouais. Ben, quand vous aimez nos émissions, alors vous savez ce qu'il faut faire, hein? Partager, appuyer sur les émissions de Télé RTV qui fait un travail formidable avec Monsieur Christian Perrin. Et puis ben voilà. Merci de nous avoir suivis. Et prochainement, peut-être qu'on fera cette émission à Brazzaville. Oh, ben, pourquoi pas, on fera cette émission à Brazzaville, certainement, absolument. Ben voilà. Merci beaucoup. Quand tous les Congolais seront réunis. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.